Maghreb 2, France Maghreb 2. Bienvenue sur la plus belle des fréquences France Maghreb 2 et l'émission Ramadaniyet en direct du Havre, de la librairie Les Yeux d'Elsa, avec notre ami Tarek Mami et Jean-Marc qui sont déplacés aujourd'hui pour le Havre pour nous faire partager cette soirée Ramadaniyet à travers un lieu de culture. Il s'agit de la librairie Les Yeux d'Elsa, n'est-ce pas Tarek? Merci Youssef, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Saha shrebetkom, saha ftourkom. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien installés. Ici au Havre, comme vous le savez, puisque vous écoutez les horaires de la rupture du jeûne de toutes les villes sur France Maghreb 2, les Havrais ont la chance de manger une demi-heure pratiquement après 20 minutes après Paris à peu près, et surtout plus de 45 minutes après Marseille. Donc le conseil qu'on va leur donner, c'est que l'année prochaine, ils peuvent aller passer leur Ramadan à Marseille, n'est-ce pas Mustapha, où tu auras le droit de manger 45 minutes avant le Havre et plusieurs minutes avant Paris. Voilà, donc ce soir, hier soir, on était chez monsieur et madame Chouir, avec le maire de Nanterre. Une très belle émission, une très belle rencontre avec beaucoup d'invités. Ce soir, nous sommes donc dans un lieu plutôt culturel, une librairie, Les Yeux d'Elsa, cours de la République au Havre. Et quand on a dit hier soir Les Yeux d'Elsa, Hamou Baakas, qui était avec nous en train de passer la soirée, nous avait rappelé que ce recueil de poèmes d'Aragon, en fait, renvoie à la poésie arabe, à la poésie de Majnoun et Leïla, qui l'a inspiré, et que ce livre, ou en tout cas cet endroit et le titre et le nom de cette librairie, fait le lien entre le sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée, et fait donc sens pour ce pays, pour la France, entre son nord et son sud, ce pays, la France, surtout qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes à la fois le 18 juin, date de l'appel du général pour la résistance et la liberté, mais aussi date du deuxième tour des élections législatives, j'allais dire municipales, législative, qui va donc nous envoyer les députés de notre prochaine assemblée qui siégera à partir de demain, les députés les uns et les autres. Alors vous avez probablement, à travers quelques dépêches ou quelques tweets ou quelques SMS, eu en gros les résultats, les gagnants, les perdants, et vous avez principalement ce soir une soirée dramatique, même si je dois mettre le mot dramatique entre guillemets, puisqu'il s'agit de la circonscription de Évry, où les deux candidats ont dit que chacun de son côté avoir gagné cette élection. Monsieur Valls prétendant gagner l'élection donc avec 139 voix, et Madame Farida Amrani prétendant de son côté avoir gagné cette élection, et parle de bourrage des urnes puisqu'elle considère qu'elle était à plus de 60% dans plusieurs bureaux de vote, et comme par hasard elle arrive derrière dans des bureaux de vote dans lesquels elle n'avait pas d'ascenseur. Nous avons vu donc à la télé quelques échauffourées, quelques bousculades entre la police municipale et non pas la police nationale d'Evry et les militants de Madame Farida donc Amrani, ce qui montre la tension. L'élection n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais on peut remarquer que la semaine dernière, Monsieur Hamon, ayant perdu uniquement de 30 voix, a reconnu sa défaite en disant que c'était à la régulière, alors qu'aujourd'hui, Madame Lamrani, bien que Monsieur Valls, l'ancien Premier ministre, revendique sa victoire à 139 voix, la conteste. Donc la politique est à la fois quelque chose de formidable quand elle se joue en démocratie et de bonne foi. Et puis, des fois, elle donne aussi, l'image d'une bagarre de gamins ou d'une conquête du pouvoir politique par la violence. Donc, Mostafa Meslim va me rejoindre pour cette première partie de la soirée, puisque nous aurons à la fois
des livres, un livre, donc Le Paris républicain de Rachid Chibli, dont on va parler dans une librairie. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de livres, on vend les livres, et on commente les livres. Mais également tout à l'heure notre ami Rida, pour donc nous faire voyager en musique dans le pourtour méditerranéen avec des belles chansons, des belles mélodies. C'est aussi ça les nuits du Ramadan, les Ramadaniyat. C'est on se retrouve dans des cadres agréables. Des cadres qui nous permettent donc de vivre ensemble et de partager. Voilà, on me dit donc dans une dépêche qu'on est en train de recompter les voix du côté d'Evry. Donc le premier ministre qu'il est ne peut pas, si vous voulez, ne peut pas ne pas respecter le génome. Mostafa, vous pouvez me rejoindre? Tu peux me rejoindre s'il te plaît, prends ton micro et puis pourquoi faire? Je sais pas. On va te donner un micro, tu peux jouer avec. Donc un micro, normalement ça sert à parler. Donc si tu veux bien me rejoindre, voilà, t'as un micro, t'as un câble qui monte. Voilà. Bonsoir Mostafa. Bonsoir. Sahaf Tourak. Salumak. Donc nous sommes ici à cette librairie Les Yeux d'Elsa pour un rendez-vous qui est en train de devenir un rendez-vous traditionnel du Ramadan, où vous avez la chance de jeûner un peu plus. Vous êtes de très bons musulmans par rapport aux autres, parce que Dieu vous aime tellement qu'il vous rallonge le nombre de minutes avant de manger. Disons que c'est le fait effectivement de la situation géographique du Havre qui fait que ça se passe de cette manière-là. Alors, toi qui es originaire de Marseille, tu sais que tu jeûnes tous les jours plus de 45 minutes de plus que tes parents et que tes amis marseillais. Mes parents, Allah yarhamhum. Mes frères et sœurs, oui, c'est vrai. Voilà. Je leur dirai. Voilà. Je leur dirai. Donc en réalité, quand tu l'as fait à l'ancienne, quand on était gosse, quand on ne pouvait pas jeûner toute la journée, on jeûnait une fois le matin, une fois l'après-midi, et après on dit que la grand-mère raccommode la journée. Donc, avec toutes les 45 minutes que tu as jeûné, tu peux arrêter tous les ans vers le 15 du mois, quoi. Moi, normalement, je devrais m'arrêter même avant parce que je vais te dire une chose, et en plus à l'antenne, j'ai commencé à faire le Ramadan, j'ai fait un jour à 8 ans, et à 8 ans et demi, quand je suis arrivé à Marseille, je l'ai fait intégralement. Donc, depuis l'âge de 8 ans, tu vois. Et si, effectivement, certaines années, je veux dire, je l'ai pas fait, c'est simplement parce que, pour des raisons médicales. Oui. Ah mais ça, de toute façon, à France Maghreb 2, on ne rentre pas dans ces détails. C'était juste la boutade. Au bout de 15 jours, tu as déjà fait le mois. Voilà, exactement. Alors, comment s'est passé cette année? Ou comment se passe cette année? Nous sommes au 23e jour du Ramadan. Comment ça se passe cette année au Havre? D'autant plus qu'on a eu des alternances entre un vrai beau temps, très chaud, très lourd, et plusieurs journées quand même où il a fait frais, il a plu un petit peu, il a fait gris. Alors, je vais défendre le Havre, parce que c'est vrai que beaucoup de Havrais ne savent pas le droit. Maintenant, vous nous avez envoyé un Premier ministre, vous allez commencer... Mais en dehors de ça, avant cela. D'abord Marseille, en plus le Premier ministre de la France. Alors. Non, mais en plus, le Havre, c'est une ville d'abord qui est une ville ouverte. Ouais. C'est un port, comme tous les ports. Et c'est pas sans raison que je me trouve dans un port. Je suis né dans un port, j'ai pu te dire. Oui. Alger. T'as fait 3 ports. J'ai fait 3 ports. Voilà, t'as fait Alger, Marseille et le Havre. Voilà. La mer comment, quoi. Disons que j'aime le grand large. Ouais. Et le Havre, c'est une ville qui est très 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 particulière. Il faut la découvrir et voir un petit peu et aider les Havrais à aimer leur ville. Ouais. J'espère que les 500 ans du Havre va leur permettre effectivement d'aimer un peu plus effectivement cette ville qui est aussi une ville accueillante pour beaucoup de populations. Alors 500 ans, oui. Le Havre a aujourd'hui un demi-millénaire. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Non mais décidément, tout va nous ramener à Marseille, puisqu'à Marseille... Marseille, non mais enfin, il y a même un parc de millénaire maintenant. Non mais Marseille a plus de 2000 ans. Ouais. Pareil. Ouais. Et d'ailleurs maintenant, ils osent plus faire des travaux dans le centre de la ville parce qu'à chaque fois ils trouvent quelque chose, ils sont obligés de s'arrêter. Les Romains sont passés par là. Même les Grecs et les Arabes. Et les Arabes après, et bien avant. Les Grecs ont laissé même des vestiges là-bas. Tout à fait.
Voilà. Donc ce soir, on vient pour une belle soirée. On décontracte avec de la musique, avec un écrivain, avec les amis de la librairie. La librairie Les Yeux d'Elsa était une véritable institution ici à Wavre, et elle permet de relayer, j'allais dire, la France d'hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, il y a une espèce de melting pot qui se passe dans cette librairie. D'ailleurs, c'est une librairie très riche, puisqu'on va y trouver des romans, des livres d'histoire, des livres de philosophie, des livres de religion, mais aussi de la vente de cassettes et de CD bien classiques, et de la vente de la musique. C'est devenu une institution, et on espère bien continuer le travail qu'a fait notre ami décédé, Allah yarhamha, Khamsa, qui a fait un travail extraordinaire ici, parce que c'est le seul endroit où on peut se retrouver avec une telle variété, je veux dire, de personnalités. Alors, même dans l'association elle-même, je veux dire, il y a des gens de différentes origines. Donc une grande idée, réflexion, souvenir pour Khamsa, et qu'elle nous pardonne, parce que ce soir on a transformé sa librairie en lieu de vie, puisqu'à la fois on y fait l'émission, on y a super bien déjeuné ou coupé le jeûne, fait le iftar, et c'est un endroit qui est tellement convivial qu'on se sent à l'aise, on se sent bien quand on arrive, parce qu'on est chez soi quand on pousse cette porte qui est toujours ouverte d'ailleurs. Mais de toute manière, Khamsa aurait été tout à fait contente, elle doit être contente aussi de savoir que ça continue de cette manière-là, d'autant plus que on l'avait fait une année avec Brahim qui était venu, Brahim Layahmoud aussi, qui est venu ici, je veux dire, et nous avions fait effectivement une soirée extraordinaire. Il y avait du monde même au cours de la rue publique. Tout à fait. On avait dansé d'ailleurs cette soirée. Donc là, une fois que les musiciens vont s'installer... Et puis alors là, est venu nous rejoindre un merveilleux, je veux dire, percussionniste. Voilà. Donc qui va se présenter aussi. Donc on va être dans le nord de la France, mais dans une ambiance méditerranéenne, voire sud-méditerranéenne, parce qu'on va avoir ce bel instrument de musique l'oud. Rida tout à l'heure nous expliquera qu'est-ce que c'est que l'oud, il y a combien de cordes, comment ça marche, mais aussi la percussion orientale, la percussion méditerranéenne, la percussion qui donne cette musique à la fois dansante, rythmée, rythmique, et qui réveille et les cœurs et les esprits. Voilà. Ben écoutez, je crois que le mieux c'est de laisser la place aux musiciens. Ils seront mieux que nous amener effectivement cet aspect-là. Alors, on va encore rester ensemble 2 ou 3 minutes, le temps que notre ami Youssef puisse préparer la page publicitaire prochaine et nous faire gagner du temps. Entre-temps, donc, notre ami Rida va prendre place avec son oud, et puis la percussion pareil. Donc, vous voulez vous installer par ici? Voilà. Alors, ils vont s'arranger entre eux. Et voilà, donc le oud à droite, et puis venez par là, s'il vous plaît. On va vous mettre donc un micro devant la percussion, voilà, devant votre darbouka. Et à la radio, vous savez qu'il n'y a jamais de blanc d'antenne, donc vous pouvez faire un peu de bruit le temps que notre ami Rida, voilà, on y va. Bonsoir, c'est Rida. Bonsoir. D'abord une petite présentation de l'oud, parce que pour beaucoup de jeunes franco-maghrébins, ils ne savent pas ce que c'est. Comme on est en live, en live sur le Facebook dans quelques minutes, donc on va pouvoir voir ce bel instrument. Vous pouvez nous présenter ce oud, il y a combien de cordes? Quand est-ce qu'il a été... Oui, non, mais c'est pas grave, il peut commencer. Quand est-ce qu'il a été créé la première fois, puisqu'on fait de la radio en même temps. Allez-y. L'oud, c'est ce qu'on appelle luth en français. Ouais. C'est un instrument médiéval qui a été, je pense, un des instruments les plus importants de la musique arabe, notamment à l'époque andalouse. Et l'oud, il comportait 4 cordes, et c'est le grand musicien Zerieb qui en a rajouté la 5e. Aujourd'hui, je vois plus que 5, moi, alors comment ça se passe? Ce sont des cordes doublées qui donnent une meilleure résonance. Donc en clair, c'est comme s'il y avait 10, quoi. Là, je vais pas les compter, mais on va... Ça permet d'avoir
toutes les notes de musique D'accord. universelle. Alors, quel est le premier morceau que vous allez... Peut-être si tu me permets, alors je voulais juste envoyer un petit bonjour à mes amis de Djerba en Tunisie qui sont en train de nous écouter. Bonsoir Djerba. Voilà, qui savent que tous les ans il y a une soirée aux yeux d'Elsa et que je leur ai dit que ce sera ce soir, donc je voulais qu'on les salue. Et voilà. Donc ce soir, je vais commencer par un morceau de musique qui s'appelle Layali. C'est un morceau que j'ai composé avec Karim, qui comporte à la fois de l'instrumental et du vocal. D'accord. Bonjour à tous, c'est Tarek Mami. Je vous souhaite à toutes et à tous, en France, au Maghreb et partout dans le monde, un bon Ramadan. Ramadan Mubarak lil Jamia. Bonjour, c'est Haj Smaïl Youssef. Je vous souhaite un bon Ramadan à tous. Ramadan Mubarak lil Jamia. Bonjour, salam alaikum. C'est le professeur Sami Abdeslam. Je vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Mubarak lil Jamia. Bonjour à tous, c'est Christophe Roux. Je vous souhaite un excellent Ramadan à l'écoute de France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et oui, toujours à l'écoute France Maghreb 2 et Ramadaniette à partir de la librairie Les Yeux d'Elsa qui se trouve du côté du Havre. Je sais, Tarek, je parlais de la librairie Les Yeux d'Elsa. Que je suis. Ah, écoutez, dans ces cas-là, moi aussi, je vais vous montrer que moi aussi je suis. Hein. En tous les cas, voilà, en direct, on laisse le micro à Tarek et ses invités. Merci Youssef, donc de retour ici au Havre. Après cette première pause musicale, nous allons parler livre avec un livre donc qui est publié à l'Air du Temps. Son auteur Rachid Chebli, à ma droite ici, donc ici dans cette librairie avec une belle une belle calligraphie pour liberté, égalité, fraternité. Alors des fois quand on lit la triptyque de la République, on est toujours heureux. Et des fois, quand on regarde ce que la République fait et ce qui se passe ce soir à Ivry, avec une contestation entre quand même un ancien Premier ministre, quand même, comme il dit, quand il s'agit d'autre chose, ce monsieur qui annonce, avant que le résultat officiel ne tombe, que lui, il a gagné avec 139 sièges. J'allais dire, ça envoie cette image, Rachid, que vous dénoncez dans votre livre d'une république qui est une république dans les institutions, dans les papiers, dans la loi, dans la constitution et un peu partout, sur le fronton des immeubles administratifs, dans les écoles. Et moi, je m'en marre toujours parce qu'on est en république et que je vois encore aujourd'hui sur beaucoup d'écoles, collèges des filles, collège des garçons, et qu'on vienne critiquer ceux qui dans d'autres endroits disent pas de mixité, comme si la mixité a toujours été la règle en France depuis le début, alors que c'est une conquête nouvelle qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ce livre, Rachid, et pourquoi ce titre, Paris républicain? Alors, je me suis engagé en politique en 2001. En 2001, je suis devenu conseiller municipal de ma petite ville. C'est une petite ville, elle s'appelle Bolbec. Elle est à 30 km d'ici, du Havre. C'est pas le Bolbec à côté de Bruxelles, hein? Non. C'est Molenbeek, non. Ça n'a rien à voir, non. Donc Bolbec se trouve à 30 km d'ici, et quand je me suis engagé en 2001, j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre ce que j'ai vécu. Et donc, tout à l'heure, tu parlais du 18 juin. Alors, aujourd'hui, on est le 18 juin. Oui, mon livre commence, justement, il y a un prologue qui commence le 18 juin. Et donc c'est un appel en fait. Je dis d'une façon un peu humoristique. Je dis à la fin de mon introduction, de mon prologue, je dis je viens d'entendre comme un appel venu de l'ombre et non pas de Londres. Ouais. Et donc parce qu'en fait peut-être bien. Et donc parce que j'ai assisté à quelque chose qui m'a vraiment saisi, c'était l'élection du maire de Bolbec de l'époque, de 1995. Mon prologue date de 95, donc du 18 juin 1995. Et donc j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que j'assistais, je dis, à un tel spectacle, c'est-à-dire la démocratie est en train de se faire sous nos yeux. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ça. Et pour en revenir à Madame Amrani,
que je salue d'ailleurs, parce que j'ai été candidat, mais peut-être on aura l'occasion d'en parler. J'ai été candidat dans la 9e circonscription moi-même pour la France Insoumise, et donc pour ces élections législatives, exactement. Donc je suis engagé depuis 2001, 95 même, et 2001 je suis devenu conseiller municipal, et depuis je n'ai pas cessé. Et donc c'est le Pari républicain est mon 5e livre. Et en vérité, j'ai commencé à l'écrire bien avant les autres. Parce qu'en fait, moi, j'ai écrit donc 2 recueils de nouvelles, 2 romans. Et donc, celui-là, le 5e, est une chronique politique. Et je raconte, en fait, comment je suis passé du stade de citoyen à citoyen engagé et à politique aujourd'hui. Alors, pour parler du triptyque dont tu parles, liberté, égalité, fraternité, effectivement, aujourd'hui, il y a la démocratie qui se fait sous nos yeux. Il y a un changement aujourd'hui, on le voit bien, avec l'entrée de 80 ou plus de 80. On en reparlera sûrement, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Des issus de la diversité. Exactement. Pour ne pas dire des Français tout court. Hein. Exactement. Alors, tu sais comment je les appelle, moi? Oui. Les Français d'origine, ceci ou cela, parce que j'en ai marre à un moment. J'en ai eu assez qu'on nous dise Français de la première, de la deuxième, de la troisième, de la 4e génération. Que tu connais peut-être pas. Et donc, dis-moi. C'est les issus de la colonisation. Non, je l'ai pas. Oui, oui. Alors donc il y a chacun invente son voilà. origine. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se revendiquent comme issus de la colonisation. La colonisation, de la décolonisation. Enfin, la colonisation. Bon. En partant du principe que si leur pays d'origine n'était pas colonisé, ils ne seraient jamais, leurs parents ne seraient jamais venus ici. Ils ne seraient pas issus, ils ne deviendraient pas. C'est possible. Mais ça, on ne le saura jamais parce qu'on va pas refaire l'histoire. Mais enfin, ce qui m'intéressait, c'est le parcours donc d'un Français d'origine ceci ou cela, comme je m'appelle moi et que j'appelle les autres, et avec toutes les embûches du parcours politique, j'ai imaginé ça un peu. C'est un roman, comme un roman d'apprentissage. C'est-à-dire que le personnage part d'un point A, il arrive à un point B, et ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le chemin. Qu'est-ce qui va le conduire au point B? Voilà. Donc. Alors, je vais te raconter, c'est Rachid, une anecdote, et tu vas me dire si tu te retrouves dedans ou pas. Il s'agit donc de Feu Mouloud Aounit, bien sûr, grand militant, ancien président du MRAP, et qui va conduire dans le 93 pour des élections régionales de mémoire une tête qui était tête de liste pour le Parti communiste et la société civile. Et donc il arrive, le Parti socialiste avait sa propre liste, le Parti communiste avait sa propre liste. À l'époque, c'était Monsieur Huchon qui donc était tête de liste socialiste. Et donc premier tour, les deux ont des scores corrects et ils doivent fusionner. Et quand deux partis doivent fusionner, on doit donc sur chacune liste, par exemple, il y a 20 personnes, et comme on doit garder que 20, donc on négocie sur les 40, on garde et puis on garde pas. Et donc forcément, M. Aounit, négociant pour le Parti communiste avec le Parti communiste, étant premier de la liste pour le Parti communiste, nécessairement il doit se trouver au numéro 2 de la liste de fusion. Effectivement, bien sûr. Oui. Et puis on appelle Monsieur Aounit, paix à son âme, dans un coin pour lui expliquer que en fait une grande majorité des partis socialistes ne veut pas de lui du tout dans la liste et surtout pas au numéro 2. Et quand il pose la question pourquoi, il dit c'est à cause de vos positions sur la Palestine et sur l'islamophobie. Et donc, on veut bien vous mettre, on pense avoir quelque part, siège, on vous met dans le 16e place. Et M. Aounit, il dit donc à l'époque, vous n'allez pas négocier sur mon dos et en dehors de ma présence, c'est soit 2e, soit rien. Oui. Alors, je ne sais pas si cette histoire. Oui, j'ai su à l'époque, et j'appréciais M. Aounit sincèrement. Malheureusement, ce sont des choses. C'est un peu ce que je raconte dans mon histoire, puisque c'est quelque chose qui m'est arrivé en 2001, puisque ce dont tu parles, c'est la manière dont les choses se passent. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, à Bolbec notamment, il y a eu des primaires entre le PS et le PC. Et donc, au deuxième tour, il y a eu négociation. Et là, bon, je suis tombé des nues, puisque il y a eu négociation pour savoir si je devais ou non faire partie de la liste. Et tout est parti de là. Je me suis dit, bon, alors dans quel pays est-ce que nous sommes? C'est incroyable. Je découvrais en fait un peu naïvement le monde politique et la manière dont ça se passait.
Et donc ça se passe encore malheureusement. Et donc du coup, j'ai été imposé, mais à quel prix? Et donc à partir de là, je me suis juré, je me suis dit, j'écrirai cette chronique, je dirai comment les choses se passent, parce qu'il fallait absolument le dénoncer. Et la seule manière que j'ai trouvée, moi, c'était d'écrire ce livre, puisque j'ai la chance d'écrire, de pouvoir dire les choses par l'écrit. Ce livre est une thérapie pour la politique? Certainement. Mais alors moi aussi, je vais te raconter quelque chose. Quand je me suis engagé en politique en 2001, j'ai cherché autour de moi un livre dans lequel quelqu'un qui me ressemble, c'est ce que je dis dans l'introduction, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai cherché, parce que je lisais beaucoup, pas forcément des livres politiques, mais je lisais beaucoup, et j'ai cherché quelqu'un qui aurait eu mon expérience, c'est-à-dire qui serait français depuis peu, et qui n'aurait aucune expérience politique, qui m'aiderait dans ce cas à franchir cet obstacle, ce que j'imaginais comme un obstacle. Et j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, donc là ça a été, je partais dans l'inconnu en fait. Et donc je me suis dit, ce livre que je n'ai pas trouvé, je vais l'écrire, je vais me mettre à l'écrire pour les autres, et c'est vraiment ça, parce que je sais qu'aujourd'hui, on le voit bien à l'occasion de ces élections législatives, il y a de plus en plus, et moi vraiment je profite de l'occasion, merci de m'avoir invité d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire, engagez-vous, vraiment il faut y aller, c'est difficile le milieu politique, mais si on veut que les choses avancent, elles ne vont pas avancer d'elles-mêmes. Sinon, il faudra attendre un siècle ou deux avant d'avoir des élus. Mais vraiment, il faut y aller. Et voilà, encore une fois, je tire mon chapeau à tous ceux qui ont le courage d'y aller. Il y a à travers la France des Français d'origine de ceci ou cela. On revient au terme, qui s'engagent avec les partis. C'est très bien, parce qu'ils ont l'occasion de se faire entendre, d'être élus. Hein. J'espère que Mme Amrani sera élue, sincèrement. Mais il y a aussi tous ces petits candidats qui partent comme ça, tout seuls, et qui payent leur campagne tout seuls. Vraiment, il faut ouvrir les yeux sur ces candidats-là, parce que eux aussi font avancer les choses. Pour aujourd'hui, pour ce deuxième tour des élections législatives françaises le 18 juin donc, 2017, il y avait au deuxième tour présent 40 candidats issus du Maghreb. Ouais. 40, ce qui est énorme. Ouais, c'est beaucoup, et il y avait 80% des issus des diversités françaises. Nous verrons demain sur les 40 et sur le 80 combien vont s'en sortir. Ouais. Mais il y a une dynamique qui est en place. Mais peut-être qu'il y a un petit problème à la base de ces élections qui est encore plus grave, à mon sens, que le fait de s'engager et de se présenter. C'est le simple fait d'aller voter. Oui, tu as raison. Parce que quand on voit que l'abstention aujourd'hui est en gros 57%, c'est terrible. On voit que dans les quartiers populaires, c'est pas 57%, ça doit être du 80 ou du 80%. Et en fait, c'est ceux qui subissent les affres de la politique et qui passent 5 années à gueuler sur ce que les politiques leur font, qui ne vont pas le jour du vote pour participer, pour changer l'état de choses. On sait que la démocratie, ça se construit, mais elle ne peut pas se construire quand on n'y participe pas. Il y a une très belle phrase, moi, que je répète souvent, c'est celle de Nelson Mandela, qui dit « Ceux qui travaillent pour nous, sans nous, travaillent contre nous. Donc vous pouvez pas être dans cette banlieue, ne pas participer et après dire celui-là il est fasciste, celui-là il est je sais pas quoi. Donc la première chose que le citoyen doit apprendre, c'est à aller voter. Et peut-être avec cette nouvelle loi, pourquoi ne pas rendre dans ce pays le vote obligatoire? Pourquoi ne pas compter le vote non? Pourquoi ne pas dire que quand il n'y a pas 50% de participants dans une circonscription, l'élection est annulée et les deux candidats ne doivent pas participer parce qu'ils n'ont pas donné assez d'aptitude. Donc il y a toutes ces problématiques qui arrivent aujourd'hui dans la vie politique française, notamment pour les classes populaires, parce que moi je n'aime pas les originaires d'eux, les issus d'eux. En fait, c'est la classe sociale qui conditionne. On ne va pas faire du marxisme un soir de Ramadan, mais c'est la classe sociale qui détermine la conscience et qui détermine d'aller participer, de voter ou pas. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre que tu tiens dans la main, c'est Rachid? Dans toutes les bonnes librairies. D'abord, je pense dans toutes les bonnes librairies. D'abord ici. Ici, oui, aux yeux d'Elsa. Quand on habite au Havre, on vient au cours de la République à la librairie Les Yeux d'Elsa pour acheter des livres. Il est toujours disponible sur le piano à l'entrée. Donc, et puis on me souffle des choses, mais j'entends pas. Une bouquinerie.
Moi, je fais pas de différence. Là où il y a des livres, c'est une librairie, voire une bibliothèque. Parce que faire la différence entre une bouquinerie, pour moi, la bouquinerie à Paris, c'est sur les quais. Donc ça ouvre quand ça peut, ça vert, mais là elle est en pleine ville. Elle est en pleine ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis je suppose je ne vais pas faire de la publicité pour les sites vendeurs de livres sur Internet, mais sur Internet. Sur Internet, oui, bien sûr, oui. Il suffit de taper Rachid, R-A-C-H-I-D, Chebli, C-H-E-B-L-I, dans n'importe quel moteur de recherche. On va pas faire de publicité, il gagne suffisamment d'argent. Oui. Et donc vous arrivez sur tous mes livres, et notamment le Paris républicain. Et pourquoi vous faites référence à cette fameuse marche pour l'égalité? Il manque un petit mot dans votre titre, oui. C'est marche pour l'égalité et contre le racisme. Exactement, c'est vrai, mais il n'y avait pas assez de place. Ouais, non, voilà, s'il y a pas alors assez de place pourquoi contre le racisme, on va pas loin. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait à peu près 30 ans. Ouais. Et donc, comme je dis ici, ces gens-là se sont élevés pour l'égalité donc et contre le racisme il y a 30 ans. Et moi, je me suis aperçu que 30 ans plus tard, bon, il y a des choses qui ont changé, mais ça change pas assez vite, à mon sens. Et donc, à mon tour, je me suis élevé. Et donc, je considère qu'ils nous ont légué quelque chose. Ils ont payé cher. Ils ont payé cher et ils nous ont légué quelque chose. Et c'est une sorte de flambeau comme ça qu'ils m'ont passé. Et moi, je suis un passeur également. Donc, mon flambeau à moi, mon flambeau, oui, c'est ce livre. Que je lègue aux générations à venir. Alors, je rappelle juste que c'était donc la marche pour l'égalité et contre le racisme et pas la marche des beurs. Non, exactement. Pour déprécier cette marche et pour dire que c'est des arabes qui marchent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, le mouvement qui gagne s'appelle En Marche. Ouais. 30 ans après, il y en avait déjà qui marchaient. Et comme disait le général, il y en a qui marchent les premiers et qui peuvent ne pas gagner, et il y a qui viennent à la fin pour marcher et pour gagner. Et j'adore une autre citation du général de Gaulle qui disait souvent les chercheurs qui cherchent, j'en ai trouvé, et les chercheurs qui trouvent, j'en cherche encore. Donc ceux-là, cette première génération qui n'était pas dans la revendication ni religieuse, ni ethnique, ni culturelle, mais qui était dans une revendication de citoyenneté, a été écrasée par la machine politique de oui, l'État. Ils ont été récupérés, effectivement. Non, mais ils n'ont pas été récupérés, ils ont été exclus du champ, parce qu'on les a tués tout de suite pour créer SOS Racisme, pour mettre à la tête de ce SOS Racisme quelqu'un qui n'a jamais marché, d'ailleurs qui ne marche pas aujourd'hui non plus, et on verra qu'est-ce qu'il va devenir, lui qui était secrétaire d'État à l'Europe. Et ce qui est de bien, et ce qui est rafraîchissant avec votre livre à la fois et cette soirée de Ramadan, c'est que ça permet de transmettre le message aux jeunes et aux moins jeunes auditeurs de la radio pour savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'inventons rien. Il a été créé par d'autres avant nous, ceux qui se sont battus pour la liberté en France, l'indépendance de la France, ceux qui se sont battus pour les indépendances au Maghreb, l'indépendance d'Algérie, la construction de la France moderne après les années 60. Ceux qui en 68 ont demandé des choses. Tout à l'heure, je voyais M. Cohn-Bendit à la télé, qui avait d'autres revendications sociales, d'égalité, de mixité. Non, mais l'histoire, elle est comme ça, on l'aime, on l'aime pas. C'est l'histoire. Et puis après cette marche pour l'égalité, et aujourd'hui votre livre et cette élection, et j'espère que cette élection changera quelque chose dans ce pays, parce que l'essentiel c'est d'avoir l'espoir, même si on sait qu'on va être dessus dans 3 mois, dans 6 mois, avec la loi travail, avec d'autres lois. L'essentiel dans ces soirées de Ramadan, c'est de percer, d'être des passeurs des idées et de messages. Oui. Hier, donc, on était du côté de Nanterre avec un maire extraordinaire qui nous expliquait comment construire une ville, c'est-à-dire toute une philosophie, et comment quand on construit un quartier, et il prévoyait, ce maire, d'en faire toujours une partie pour la vente, une partie pour la location et une partie sociale. Et il dit c'est le fait de mixer les trois qui fait créer de nouveaux quartiers dans lesquels les gens peuvent vivre et coexister, y compris avec la création, ou en tout cas il a baptisé 2 choses extraordinaires dans cette ville de Nanterre. La première, en l'an 2000 à 2005, le boulevard du 17 octobre 1961, qui se trouve être là où il y avait les bidonvilles, où il y avait la communauté algérienne qui a marché, qui a été massacrée. Et il se trouve que là, aujourd'hui, la préfecture de Nanterre est construite dans cet endroit. Et pour rentrer à la préfecture,
Et pour la preuve, vous écrivez 17 octobre 61. C'est quelque chose de formidable comme retournement de l'histoire de ce pays. Mais la deuxième, c'est qu'il a construit dans sa ville l'école Abdelmalek Sayed, parce qu'il voulait construire le collège Abdelmalek Sayed. Et comme c'était M. Sarkozy qui était donc président du Conseil général et que le collège dépend du Conseil général, alors que l'école élémentaire dépend de la mairie, on l'a empêché de construire le collège. Il a construit l'école Abdelmalek Sayed. Voilà, merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le titre de ton livre, et on va repartir à la musique parce que c'est la musique qui adoucit les mœurs. Faut pas partir, cher Rida. L'année dernière, je crois que c'était du Fayrouz, on a eu droit à quelques chansons de Fayrouz. Oui. Non. Mais notre ami Amel est indisponible ce soir, d'ailleurs, elle le regrette, puisque c'est elle qui chante Atinindaï Warani. Tout à fait. Une très belle voix qu'on ne peut pas remplacer. C'est une façon habile de dire non, je ne la fais pas celle-là. En tout cas, merci encore. Alors, on va peut-être parler de l'histoire de la bouquinerie, cher Moustapha, la création et tout ça, pour rappeler aux auditeurs partout en France un peu l'histoire de cette bouquinerie, puisque tu préfères bouquinerie à librairie. Quand est-ce que notre ami Khamsa l'a créé, dans quel contexte. On est en décontracte, je veux dire, on passe pas d'examen, on n'est pas dans un salon quelconque, on est dans une soirée du Ramadan, donc en fait ce sont les souvenirs qui jaillissent et qui viennent de même nous rafraîchir la mémoire. Khamsa a créé déjà la bouquinerie, c'était pas ici au démarrage, c'était à la rue d'Étretat. D'ailleurs, il va falloir qu'on change au départ c'était en face, et après la rue d'Étretat est revenu ici. Et parce qu'il y avait, elle tenait à faire ça parce qu'il faut savoir aussi de son histoire. Hein, je veux dire quand même, c'est quelqu'un qui a une formation une licence en philo. Elle a été DRH dans une grande société aussi d'hydrocarbures en Algérie. Elle a côtoyé quand même des gens comme Siné, hein. Donc, et en arrivant ici, il y avait rien. S'il y avait un petit truc qui se faisait, c'était, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Il y avait une petite bouquinerie à côté, mais qui a pas tenu. Venez prendre. Non mais venez parce que on a besoin. Il y a un micro et puis il y a un troisième micro et puis voilà. on a besoin de mémoire. C'est un ancien. Installez-vous là-bas avec le troisième micro. De la bouquinerie et un ancien ami de Khamsa également. Parce qu'on a besoin de mémoire à transmettre. Voilà. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Ce qui me semble intéressant aussi, c'est de dire comment les choses se passent maintenant quand ça n'est plus là. Voilà. Qu'il y a vraiment un engagement, il y a beaucoup de personnes qui sont là, et ça vaut le coup de savoir un petit peu pourquoi ils sont là, comme Chris, comme Béatrice. Voilà. Alors c'est vrai que les dames qui sont là-bas, Valérie, il faut les appeler les trois dames là. Voilà, on va commencer par l'histoire et après on arrive au présent. Voilà. Allez-y. Moi, je suis arrivé quand c'était à Étretat, mais je sais qu'au départ, c'était en face. La bouquinerie qui maintenant est devenue une confiserie. Ça rime. Et donc, moi, je suis arrivé en 2003 aux yeux d'Elsa, rue d'Étretat, et j'ai suivi. Et de fil en aiguille, je suis devenu animateur et ami de Ramsa surtout. Alors, c'est quoi être animateur à la bouquinerie des yeux d'Elsa ? Alors, c'est animer des cafés. Ouais. Comme par exemple, moi, c'est le café des poètes, le café humour et la chanson. Bon, et alors, d'autres. Alors, on a le choix entre trois. On va tirer au sort et puis on va demander un peu d'humour là. Un peu d'humour. Oui, de but en blanc. Non, mais comme ça, vous animez trois, j'allais dire tables. Oui. Et puis j'en prends une le soir de Ramadan, un peu d'humour. Alors là, vous me prenez de court. Allez. C'est de l'humour, ça. C'est de l'humour, oui. Ah, bon, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire ? Ah bah, voilà, je vais vous faire... C'est d'après un sketch de Coluche. Ouais. Alors c'est une histoire, comme dit Coluche, une histoire à la con, que personne rigole. Alors c'est un gars, il raconte son histoire, et c'est une histoire qui se passe dans la jungle. C'est un éléphant qui va boire à la rivière. Donc il arrive à la rivière, il met
un pied dans l'eau. Il met 2 pieds dans l'eau. Il met la trompe dans l'eau. Et là, il y a un gros crocodile qui arrive et qui lui bouffe la trompe. Et l'éléphant lui dit, ils ont trouvé ça drôle. Voilà, c'est une histoire à la Coluche. Elle est un peu plus longue, mais ça va durer longtemps. Il y a une suite. Et si vous voulez savoir la suite, il faut venir au Café Humour. Voilà, donc c'est quand? C'est quel jour? C'est quelle heure? Alors alors les heures, c'est toujours 18h30. D'accord. Puisque toutes les animations, c'est à 18h30, 19h. Et alors le Café Humour, c'est l'avant-dernier mercredi du mois. Le Café des Poètes, c'est le dernier mercredi du mois. Et nous avons aussi un petit groupe de chanteurs qui se produit environ une fois par trimestre. En clair, tous les mercredis, il y a quelque chose. Tous les mercredis, tous les jours. Tous les jours, pratiquement. Tous les jours. Alors, qui c'est qui anime, qui c'est qui tient c'est lui qui tient l'agenda des animations, peut venir nous dire un petit mot là. Alors, on passe le micro. Et aussi l'agenda. L'agenda, voilà. Voilà. Nous sommes en direct donc du Havre, de la bouquinerie des yeux d'Elsa. Alors c'est à la fois une bouquinerie, mais aussi c'est un lieu d'animation, si j'ai bien compris, quotidien ou presque. Alors voilà. On y va. C'est les amis des yeux d'Elsa sont une bouquinerie, c'est-à-dire un endroit où tout est vendu d'occasion. D'accord. À part quelques livres neufs. À part celui de Rachid. Voilà. Il y a d'occasion. Il y a une blague. Tarek. Une fois que vous avez acheté la voiture, dès que vous sortez du garage, la voiture est déjà d'occasion, elle a déjà perdu 30% de sa valeur. Tarek. Donc, d'occasion, même les animateurs. Donc nous vendons dans la bouquinerie, sont vendus des livres, des DVD, des CD, des photos, des figurines, des vinyles, des BD. Il y a un rayon de BD extraordinaire. Les vinyles qui reviennent à la mode, il y a un choix extraordinaire de vinyles et de très bonne qualité. Si vous permettez, Youssef, je ne sais pas si on a une page pub là. Exactement, c'est ce que je me force de vous faire rappeler, monsieur Tarek Mami. Voilà. Oui, alors on va à la pub et on revient. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et oui, toujours à l'écoute de France Maghreb de Ramadaniette en direct du Havre, de la librairie Yeux d'Elsa avec l'équipe de France Maghreb, à sa tête Tarek Mami. Tarek, à toi l'antenne. Youssef, on ne dit pas librairie, il paraît qu'il faut dire maintenant bouquinerie. Charge de revanche la prochaine fois, la bouquinerie. Voilà. Alors, comme on est au Havre, donc la rédaction vient de m'envoyer, je suppose qu'ici tout le monde le sait, mais je viens d'avoir donc les chiffres pour la circonscription du Havre. C'est Jean-Paul Lecoq, PC, qui est élu avec 62,70% face à Madame ou Monsieur Delamotte, que la République en marche, 37. 30. Voilà, c'est des chiffres qui tombent en direct. Voilà, donc on va revenir pour la programmation de la bouquinerie, parce que c'est à la fois la vente, donc vous avez énoncé les livres, les CD, les vinyles... les DVD, les cartes postales... Tableaux, je sais pas, les cartes postales... Non, ça c'est dans le cadre de l'association des Amis des Yeux d'Elsa, qui est donc une association qui est venue soutenir la bouquinerie, soutenir la bouquinerie, et cette association en fait a pour but essentiellement d'amener la culture à tout le monde. Tout à fait. Et culture de qualité. Donc, tous les mois, nous proposons une exposition de peinture, soit d'artistes reconnus, soit de néophytes. Nous ouvrons notre lieu à tous ceux qui sont peintres dans l'âme. Donc, tout le mois, il y a une exposition. Deuxième chose, nous avons donc des animations le soir pour adultes à 18h30. Donc, ce sont traditionnellement des cafés poésie, café humour, café chanson, des Elsa Lire, qui est une animatrice qui vient exposer un livre. Nous avons un professeur de lettres qui vient faire de la culture sur les textes anciens, latin, grec, etc. Nous avons des cafés espagnols. J'oublie, nous avons encore des soirées indiennes. Aidez-moi, qu'est-ce que j'ai oublié? Soirée musicale. 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 So
Des soirées musicales. Alors ponctuellement, nous avons des concerts, même chose, ouvertes à toute formation musicale de tout style. Et nous avons des soirées thématiques qui arrivent ponctuellement aussi, différemment. Et depuis cette année, depuis le 3e trimestre, là, depuis le mois de mai, nous nous sommes engagés dans un contrat de ville pour la population du quartier Danton, donc du quartier ancien dont nous faisons partie. Et nous avons organisé des cafés chocolat pour des enfants de 5 à 12 ans sur à la fois les mots, jouer avec les mots, faire des découvertes, faire découvrir la philo et le cinéma. Donc un café chocolat cinéma pour justement initier les enfants à la découverte du cinéma, décoder un peu l'image, eux qui sont facilement mangés par l'image. Tout à fait. Donc on peut dire qu'ici, dans cette bouquinerie aux yeux d'Elsa, tous les soirs vers 18h, il y a toujours une activité. Absolument. Pour ceux qui habitent au Havre, quand ils passent, après il faut connaître le programme que vous avez entre les mains. Mais voilà. Toutes les après-midi. Programme qui est diffusé dans la ville, donc tout le monde peut se procurer, y compris aux yeux d'Elsa. Et l'entrée est de 4 €, 3 € pour les adhérents. L'adhésion à l'association est de 20 € par an, donc ça n'est pas excessif. Et pour ce prix, 4 ou 3 €, vous avez droit à un thé à la menthe, compris dans le prix d'entrée. Voilà. Alors, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur ces animations quotidiennes? Je vous écoute, votre prénom? Oui, bonjour Valérie. Oui, bonjour Valérie, bonsoir. Bonsoir, oui. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, cette association a 20 ans et était portée par Ramsa Bereil. Et aujourd'hui, en fait, le bureau de l'association est composé de personnes qui a vraiment à cœur de promouvoir effectivement une culture de qualité pour tous. Et nous avons énormément de projets. Donc, c'est une association dynamique, impliquée, qui nécessite un engagement. Et pour ce faire, nous avons besoin en fait de personnes intéressées par ces missions pour faire rayonner en fait la culture dans notre ville. Et donc nous recrutons des bénévoles pour venir étoffer en fait notre bureau. Parce que il y a effectivement les activités proposées, mais derrière il y a toute une logistique qui nécessite effectivement un engagement pour pouvoir mettre en pratique en fait toutes nos idées. Donc toutes les personnes intéressées sont bien évidemment les bienvenues. Alors comment font ces personnes? Elles peuvent se présenter physiquement, il y a un numéro de téléphone, comment ça se passe? Alors effectivement, donc déjà il y a un numéro de téléphone au 02 35 21 13 72. Nous avons aussi contribué à faire vivre le site internet, donc qui est l'adresse suivante: www.yeelsa.fr. Donc sur ce site, on peut trouver le programme des animations de l'association, mais aussi l'activité de la bouquinerie, de la boutique. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi nous contacter via les yeux elsa76 @gmail.com. Et puis vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Facebook et sur Twitter. C'est moderne tout ça. On essaye. Alors, je sais aussi que vous avez une newsletter que vous envoyez, parce que moi je la reçois, et donc on peut ne pas habiter au Havre et être au courant des activités de cette bouquinerie. Tout à fait. À partir du moment où vous avez une adhésion en fait au sein de l'association et vous nous transmettez en fait vos coordonnées mail, il est tout à fait possible de recevoir chaque mois la lettre des yeux d'Elsa, mais aussi le programme et bien évidemment notre newsletter. Pour vous, c'est la première fois que vous assistez à cette émission du Ramadan? Tout à fait. Voilà, donc pour vous, c'est une découverte. Tout à fait, c'est une découverte. Vous pouvez la classer dans l'activité de l'association, même si elle est plutôt annuelle que hebdomadaire? Alors moi, personnellement, c'est une découverte culturelle, spirituelle et gastronomique. Ouais. Et donc, bien évidemment, ça permet de créer du lien social, de créer aussi une ouverture par rapport à la diversité qui est une source très enrichissante. Et c'est le savoir-vivre ensemble que nous défendons ardemment ici aux Amis des yeux d'Elsa.
Merci. Alors peut-être un dernier mot aussi sur la programmation, sur les contacts, avant qu'on reparte côté musique, parce qu'on est venu pour la musique. Oui, une dernière information. Nous vous convions tous à notre assemblée générale qui a lieu le jeudi 29 à 18h30 aux Yeux d'Elsa, 115, cours de la République, au Havre. Nous vous attendons avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, donc bonsoir à messieurs tous. les musiciens, on va venir pour nous diriger vers la fin de cette belle émission, toujours avec la musique, toujours avec le lien entre le nord et le sud de la Méditerranée, cette Méditerranée qui nous relie tous et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'appelle, que ce soit en histoire française ou dans le monde arabe, la mer médiane, la mer qui partage en fait le nord et le sud de cette Méditerranée. Donc micro pour la musique pour notre ami Karim et micro pour notre ami Reda. Et on repart donc sur la troisième partie musicale de cette soirée. Reda, qu'est-ce qu'il va nous jouer comme morceau? On est en fin de nuit, il est quoi? Il est minuit. Évidemment, comme toujours, c'est Sidi Mansour. Ah, ça c'est spécial dédicace Djerba, ça. Mais ça, je demanderais... Est-ce qu'ils sont toujours à l'écoute, les Djerbiens, là? Tout à fait. Et ils ont envoyé un SMS? Ils envoient des SMS. Ah ben, il faut qu'ils nous confirment qu'ils sont à l'écoute, parce que minuit à Djerba, quand il fait beau, c'est très beau. Merci, alors vous éloignez pas trop, parce que on va terminer avec... je sais pas, soit Mostafa, soit la fille de Khamsa, pour terminer un petit mot, et puis on terminera avec un dernier morceau. Je vous laisse réfléchir pour le dernier morceau, puisqu'on se dirige vers la fin de cette superbe émission. Décontracte, c'est une nuit de Ramadan, c'est ce qu'on appelle nous les Rambaniyat, c'est-à-dire à la fois un échange, un lieu de vie, un vivre ensemble et puis de la belle musique. Alors voilà, et les enfants de Khamsa vont nous rejoindre pour nous dire un petit peu sur le souvenir. Non mais les micros ils sont déjà là. Allez, vas-y avance. Voilà, le petit micro. Alors, en fait un petit mot de souvenir pour à la fois votre mère et cette bouquinerie, puisqu'on vient d'apprendre ce soir qu'elle a changé d'endroit plusieurs reprises, en face, dans une autre rue ici. Quel souvenir vous reste de cette aventure avec votre mère, Allah rahma? Ben c'est vrai que c'est dans son esprit que cette idée folle est née de créer un café littéraire au Havre et même une bouquinerie, parce qu'en fait c'était un rêve qu'elle avait depuis son adolescence. Et en venant d'Algérie, en arrivant au Havre, elle s'est demandé mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, parce qu'elle était dans les ressources humaines en Algérie, donc bien loin du monde de la vente de livres. Et elle s'est dit, bah tiens, je vais retourner vers mon premier amour, la littérature, et je vais ouvrir une bouquinerie. Et donc, elle a trouvé un local de 12 mètres carrés, 15 mètres carrés, pas très loin d'ici. Et ça a marché. Elle s'est dit, bah tiens, pourquoi je vais pas grandir et prendre donc le local qui est juste en face de celui-ci pour créer la bouquinerie telle que tout le monde l'a connue sur le Havre, hein, vraiment. Et là, dans cette idée un peu folle, elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour le Havre que j'aime tant? Je pourrais peut-être amener un café littéraire. Et ça a commencé comme ça, cette aventure. Donc là, il y a des personnes sur le Havre, des adhérents de l'association qui nous suivent depuis 20 ans. Donc personnellement, j'ai 31 ans. Donc depuis 20 ans, je connais très très bien ce café littéraire qui m'a vu grandir. Et donc c'est tout naturellement que j'ai souhaité continuer l'œuvre qu'elle avait commencée avec mon frère qui lui est le nouveau bouquiniste de la bande. Nouveau, non, ça fait longtemps qu'il travaille avec elle. Disons que c'est moi la nouvelle. Depuis 93, depuis qu'on a pris la bouquinerie donc 108 cours de la République. Et donc en 96, on a créé le premier café littéraire donc au-dessus de la bouquinerie, au-dessus du 108. Et après, elle a déménagé donc en 2006 rue d'Étretat. Voilà. Et donc ici, je crois qu'elle avait pris en
2013. Ici, non, bien avant. Non, ici, bien avant. 2010, 2013. Non, avant. Ici, c'était en 2007, 115, 115 cours de la République. Ouais. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient quand on parle bouquinerie? Brahim Hasmaï venait avant moi ici. Alors, est-ce qu'il y a des souvenirs? Dommage, la liaison avec nos amis de la librairie El Khansa vient d'être interrompue. On va essayer de les joindre d'ici peu pour le mot final. Et sur ce, je vous laisse avec ce morceau musical en attendant. Alors, après avoir eu ces petits problèmes techniques avec la liaison avec le Havre, on vient de la rétablir. Donc, Tarek, est-ce que tu es à l'écoute? C'est le direct, hein, voilà, juste dernière information politique. Donc apparemment, on a commencé le recomptage des bulletins du côté d'Evry, et comme il n'y avait pas d'accord et que apparemment quelques bulletins ont été déchirés du côté des bureaux tenus par les militants de M. Valls, le comptage a été arrêté, suspendu, et donc demain ça va se terminer à la préfecture, soit pour un recomptage, soit pour une contestation. En tout cas, ce soir, Évry est la seule ville de France qui n'a pas de député officiel reconnu par les partis. Vive l'activité politique, surtout quand on a été Premier ministre. On était donc sur la terminaison, sur ce dernier souvenir après l'Orchestre national de Barbès qui est venu ici. Donc oui, je disais, donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues à la boutique, des écrivains, voilà, l'Orchestre national de Barbès, entre autres. Et je voulais remercier surtout les personnes Béatrice, Valérie, Christiane, Kaina aussi, Jean-Marie, sa femme, donc qui sont qui nous aident beaucoup. Pour réaliser ce qu'on fait ici à la bouquinerie, grâce à elle, grâce à eux. Et je vous remercie aussi France Maghreb, Mustapha, Mislem aussi, et toute l'équipe. Voilà. En tout cas, je crois que pour vous, auditrices, auditeurs où est-ce qu'il est, Mustapha? À ma gauche, voilà. On a été, on vous a porté bonheur puisqu'on est venu faire la seule émission politique dans cette ville qui a regroupé tous les candidats, et dans la foulée, donc, on vous a piqué votre ancien maire pour en faire un premier ministre. Donc voilà, c'est aussi ça l'histoire de cette bouquinerie qui restera dans l'histoire. On est venu faire l'émission, on a réuni pratiquement 7 candidats sur les 11. On a refusé, bien sûr, et j'ai refusé, j'assume, le candidat du Front National, alors qui s'étonne qu'on ne le reçoive pas, et publiquement, si vous voulez, je veux dire, moi, peut-être qu'il me reproche de m'appeler Tarek Mami. Quand j'ai essayé de lire son nom, il y avait tellement de W et de X et de Z que je ne suis pas arrivé à le lire, et je l'ai dit, je l'assume, et on avait promis de le recevoir pour le deuxième tour, mais bon, on n'a pas pu le recevoir, mais en tout cas, on est heureux d'être chaque fois ici au Havre, et on va terminer cette belle soirée du Ramadan, peut-être la dernière, hein, parce qu'il nous reste juste la soirée du 27 officielle que nous passons tous les ans en direct d'une mosquée différente, pour donc cette fois envoyer le côté spirituel du Ramadan et faire vivre les personnes qui ne peuvent pas toujours se déplacer. On la ramène, la mosquée, à la maison pour des chants religieux, pour des échanges avec les responsables, et donc il nous reste 7 nuits à faire à l'extérieur. Sinon, la dernière nuit du Ramadan cette année, c'est ici au Havre, et on ne peut terminer une belle nuit comme celle-là, une bonne soirée, qu'avec de la musique douce, parce que la musique, c'est ce qui nous rassemble tous. On danse sur des sons, sur des musiques, sur des paroles dont on ne comprend pas un mot, en anglais, en brésilien, en arabe, en chinois. C'est la musique qui nous transporte, et c'est peut-être la musique qui nous rapproche le plus, être humain, au-delà donc de nos cultures, de nos religions, de nos croyances ou pas. Et on va donc laisser notre ami Karim et notre ami Reda terminer par très belle chanson encore, Lamouni Leralomeni, c'est-à-dire ceux qui sont jaloux de moi, en clair me critiquent, me reprochent des choses, alors qu'ils sont déjà jaloux de moi, c'est pour ça qu'ils me reprochent des choses. Merci beaucoup. Merci l'artiste.
merci les artistes, merci à vous tous, merci à vous tous. Ça a été une très belle soirée, donc on vous remercie. Pour les auditrices et les auditeurs, c'est l'une des dernières émissions du Ramadan. Normalement, donc la date de l'Aïd, mais on le confirmera tout au long de la semaine, serait le dimanche 25, puisqu'il y a un communiqué qui est tombé aujourd'hui. Et merci de l'accueil, toujours pareil, toujours chaleureux, toujours familial, ici à la bouquinerie Les Yeux d'Elsa, au Havre. Merci Youssef pour avoir tenu les studios, merci Jean-Marc pour m'accompagner, merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Vous avez vu qu'on a conjugué un peu de politique et beaucoup de culture, et des fois beaucoup de politique et un peu de culture. C'est comme ça que se passe aussi, c'est la vie, il y a la politique, il y a la culture, il y a la famille, et il y a les très belles soirées du Ramadan. Merci à toutes, merci à tous, à demain, bonsoir. Merci Tarek, merci Jean-Marc, merci pour toute l'équipe de la librairie ou la bouquinerie des Yeux d'Elsa, et on continue notre acheminement musical avec la programmation de France Maghreb 2 qui a été concoctée spécialement pour vous accompagner pendant les nuits de Ramadan. C'était Youssef Hachmaï dans la technique qui vous accompagnait ce soir exceptionnellement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, pour mieux vivre ensemble.